Humanities program on the body of political thought, Europe and East Asia, 1150-1650. We are absolutely delighted to have tonight Professor François Julien, on whom much more later from Rudy. I just want to welcome you all in here and also online, and to say that our very last event for this academic year will take place on the 29th of June at the Museum of Oriental Art of Turin, and will be a one-day conference on Buddhism and the body. Okay, so without further ado, and thanking you very much for your patience, there has been a little delay in starting. I leave the floor to Rudy and then to Professor Julien. Sì, benvenuti. Siccome Serena ha introdotto l'inglese, introdurrò invece in italiano, poi ascolteremo il professor Julien parlare in francese, così avremo una completezza linguistica da questo punto di vista. C'est l'Europe. Dunque il professor Julien sicuramente non lo devo presentare io, è ellenista, sinologo, un filosofo di fama mondiale con libri tradotti in tutto il mondo. Cito alcuni titoli in italiano: Pensare l'efficacia in Cina e in Occidente, Elogio dell'insapore, La grande immagine non ha forma, Nutrire la vita, Logos e Tao, dove spicca questo elemento appunto comparativo che Julien porta avanti da tutta la sua carriera, Le trasformazioni silenziose, Mosè e la Cina. Negli ultimi anni ha tentato il recupero appunto in chiave comparativa e ermeneutica anche della filosofia ebraico, giudaico-ebraica e cristiana, risorse del cristianesimo, e poi abbiamo verso gli ultimi anni una evoluzione verso una filosofia, anche una metafilosofia, no? Pensare allo scarto, pensare alla decoincidenza, quindi come le figure della filosofia in senso comparativo e globale possono dialogare e intendersi. In particolare quest'oggi il professor Julien parlerà di alcuni temi sempre in un'ottica comparativa relativi a un concetto che in Occidente è molto chiaro e molto definito, il concetto di corpo, e che in Cina invece, come ascolteremo, non è così definito, così determinato. Partiremo dal discorso del nudo impossibile, ovvero il discorso della rappresentazione pittorica del corpo umano, il nudo, che è una pietra miliare della rappresentazione figurativa in Occidente e invece è apparentemente assente o irrilevante nella tradizione pittorica cinese antica, e per poi andare da questo tema verso appunto una considerazione, un'ermeneutica del corpo, e scoprire così come l'impensato della Cina può in qualche modo fecondare attraverso il dialogo interculturale la concezione del corpo, della corporeità. Senza ulteriori indugi io lascio la parola al professor Julien. Merci de votre invitation, cette invitation dans ce si beau lieu. Je vais parler en français, mais je souhaite que vous puissiez de temps en temps résumer en italien pour que vous puissiez suivre mon propos. J'aborderai deux points. Le premier, comme c'est annoncé, question simple. Pourquoi il n'y a pas eu de nu dans l'art chinois? C'est factuel, on constate. Et pourquoi? Donc, quelles ont été les conditions de possibilité du nu dans la tradition européenne et les conditions d'impossibilité du nu du côté chinois? Et puis, dans un second temps, je m'inquiéterais de savoir si j'ai un corps en chinois. En français, en italien, c'est évident, j'ai un corps. En chinois, je ne suis pas sûr. Est-ce que la notion de corps est déterminée? Est-ce qu'elle peut être l'équivalent de la notion européenne de corps? Je n'en suis pas sûr. Donc, je vous ferai part donc de mon interrogation à ce sujet. Juste une précision, il est courant, quand on parle d'une culture et d'une autre, en vis-à-vis, de dire qu'on compare. Je ne compare pas. C'est autre chose. Comparer, c'est penser en termes de ressemblance et de différence. Savoir si ce qu'on trouve en Chine ressemble ou pas à ce qu'il y a en Europe ne m'intéresse pas.
je ne compare pas, j'organise des vis-à-vis réflexifs, où j'essaie de réfléchir à la singularité des pensées d'une langue d'abord, chinoise, européenne, à partir de l'autre et à travers l'autre. Donc j'aborde des vis-à-vis réflexifs, et cela en termes non pas de différence, mais en termes d'écart. Écart italien, c'est compliqué, scarto, c'est pas tout à fait ça, mais c'est un peu ça. Parce que, je dis très vite la chose, parce que pour qu'on s'entende sur ce que je veux dire, c'est que la différence, si on veut traiter du divers des cultures, il y a un divers des cultures. Avec quel concept faut-il l'aborder? Habituellement, c'est en termes de différence et de ressemblance. La différence, c'est deux choses. La différence, elle range. Et elle range à une définition. Comme dit Aristote, de différence en différence jusqu'à l'ultime différence, qui est l'identité de la chose, dite dans sa définition. Donc c'est l'outil range, grand outil chez Aristote. Elle fait autre chose en plus, la différence, j'ai moins vu au départ, mais ça paraît plus important, c'est que la différence, en opérant, si je compare A et B, et je cherche à déterminer A par différence avec B, une fois que j'ai obtenu les différences de A par rapport à B, je laisse tomber B. Je n'ai plus besoin, puisque j'ai A dans sa définition identitaire. Donc la différence des deux choses, elle range et elle range en identifiant, donc aboutissant à des identités. Or, je ne crois pas à l'identité culturelle. Vous connaissez tous ce livre connu, mauvais, de Huntington sur le clash des civilisations. Huntington classe le divers de culture par différence identitaire. La culture arabe, la culture chinoise, la culture européenne, voilà, des définitions culturelles. Ça aboutit au clash. C'est ça. Chaque culture étant enfermée dans son identité, ne pas rencontrer les autres. Donc la différence, elle range et elle laisse tomber l'autre. C'est pourquoi je privilégie un autre terme, donc un concept pour éclairer le culturel, qui est celui d'écart. Et entre Chine et Europe, j'explore jusqu'où vont les écarts. Les écarts possibles entre tradition européenne et tradition chinoise. Jusqu'où vont les écarts. Donc l'écart ne range pas, l'écart dérange. Comme on dit en français, un écart de langue, un écart de conduite. J'ai appris tout à l'heure à déjeuner qu'on peut dire un cheval s'écarte. S'écarte, c'est pour qu'il dévie, s'écarte. C'est ce qui m'intéresse. C'est ça. C'est pas la différence, c'est les écarts. Jusqu'où les écarts? Jusqu'où je peux m'écarter? S'écarter, c'est sortir de l'attendu, du convenu, du déjà connu. C'est ça qui m'intéresse. Explorer les écarts. Donc l'écart est un concept exploratoire, heuristique. C'est cool. Ce qui m'intéresse, c'est de voir comment la langue humaine, l'intelligence humaine a pu s'écarter à travers l'agriculture jusqu'où c'est possible. Par l'écart entre la magnification du nu dans l'art en Europe et son absence en Chine. Et puis l'écart a une autre vertu pour aborder le divers des cultures, c'est que l'écart ne laisse pas tomber l'autre, mais l'écart maintient l'autre en regard. L'écart ouvre une distance, mais qui n'est pas une distance infinie, à déterminer. Si je mets deux tableaux l'un côté de l'autre, je vais chercher le bon écart entre eux. Si je les mets trop près, ils se nuisent l'un l'autre. Si je les mets trop loin, ils ne produisent plus plein entre eux. Donc je cherche le bon écart qui va les mettre en valeur l'un par rapport à l'autre. Donc l'écart a deux vertus à mon sens. C'est une figure exploratoire, jusqu'au l'écart. Et c'est une figure qui, au lieu de laisser tomber l'autre, maintient l'autre en regard. Et c'est là que je vois le dialogue des cultures. Le dialogue des cultures s'ouvre dans l'écart ouvert entre de langues, de cultures, mais qui maintiennent en regard. Donc de l'antre appareil, de l'antre, et dans cet antre ouvert par écart, que peut se promouvoir du commun. Un commun effectif, pas un commun par assimilation, où je prends l'autre à moi, mais un commun promu au travers de l'antre ouvert par écart. Parce que l'antre ouvert par écart, c'est un antre en tension. L'écart mis en tension.
Et dans cette entre tensionnelle ouverte par écart, je vois la force de promouvoir du commun, le fameux commun du dialogue des cultures. Dire dialogue, c'est le prend en grec, dia signifie écart. Et les Grecs savent bien que plus un dialogue a d'écart, plus il est fécond. Platon sait bien. Sinon, c'est du tautologue, du monologue. Donc, je parlais de divers cultures en termes, non pas de différence et donc d'identité, mais en termes d'écart et donc de fécondité. Fécondité pouvant promouvoir un commun au travers de l'écart, commun promu. Peut-être vous voulez dire un peu? Ecco, ci ha spiegato la differenza appunto fra il pensiero comparativo in cui molto spesso le identità delle singole culture vengono sclerotizzate e quindi l'unico epilogo possibile è appunto lo scontro di civiltà, come il libro citato, e invece quello che il professore ricerca è una filosofia dello scarto. Lo scarto ha queste due virtù. La prima appunto è quella esplorativa, quindi di aprire piste feconde attraverso il dialogo interculturale, e la seconda virtù è appunto di mantenere entrambi i termini in una tensione che è creativa, invece di ridurre un termine all'altro. Et quand on dit interculturel, c'est justement ça, c'est entre. C'est cet entre-là qu'il faut penser. L'entre fécond, découvert par les écarts qu'on peut explorer entre les langues et les pensées. Alors, pour aborder la question du corps, qui est votre sujet de recherche, je prendrai deux voies successives. La première, je m'interroge sur la question de savoir pourquoi il n'y a pas eu de nu dans l'alchimie. Ça se constate. Alors que le nu est une vieille affaire européenne. Les Grecs, les Latins, les Européens, et puis la sculpture, la peinture, la photographie, on n'a pas quitté le nu. C'est un modèle. Académie en Italie signifie aussi étude de nu. Bref. Il y a donc quelle est la façon, pourquoi l'Europe a-t-il été si liée à l'affaire du nu en art, et pourquoi la Chine est passée à côté. Tout se passe à côté qui m'intéresse, comme je dirais, la Chine est passée à côté du bien-être, mais elle est passée à côté du nu. On pourrait dire qu'il y a une objection qui est d'une part, il y a l'esprit chinois qui au IIIe siècle de notre ère, après l'effondrement de l'empire des Han, il y a eu la Chine en morceaux. Donc, comme quand la Chine est en morceaux, la vie culturelle est plus intense, et que quand c'est l'empire, boum, la hiérarchie fait que le pouvoir unitaire, on sait ce qu'il en est en Chine aujourd'hui. Donc un poème chinois qui s'appelle Liu Li, et dont on dit qu'il recevait ses amis tout nus. Mais comment le représente-t-on? Vous ne le verrez pas, c'est pas transparent, mais on le représente bien sûr habillé, bien sûr, et avec les plis des vêtements, je ne sais pas les plis des vêtements, mais dans une, vous voyez, entièrement pris dans sa robe. Bon, mais vous voyez pas, c'est pas grave, ça vous imaginez, c'est donc, ce que je par là, c'est que, et qu'est-ce que disait ce bohème? Un poème chinois, c'est intéressant, un lettré bohème, on disait dans l'histoire dynastique ceci: il montait un char tiré par un cerf, un broc de vin à la main, un homme suivait la bêche à l'épaule, prêt à l'enterrer sur place. Sitôt qu'il mourrait. Donc, oui, précautionneux, il a personne pour l'enterrer, juste avec lui qui le suit. Et il recevait des gens nus dans sa chambre, et il répond à ceux qui sont un peu étonnés: je tiens le ciel et la terre dans ma maison, cette chambre pour mon pantalon. Que venez-vous faire, messieurs, dans mon pantalon? Bon, vous voyez qu'il y a quelques jours, au moins à ce moment-là, dans la Chine du IIIe siècle. Bon, en tout cas, figure habillée, bien sûr. Exception donc intéressante, et on pourrait dire l'érotique chinoise. Mais si vous allez regarder des dessins érotiques chinois, c'est pas vraiment des corps, c'est des sacs, l'un sur l'autre. Ce sont des sacs d'énergie, avec des entrées et des sorties, et qui sont l'un sur l'autre. C'est pas ce qu'on appelle des corps qui seraient dessinés ou représentés. Alors, pourquoi je vais donc essayer de sonder cette impossibilité du nu dans l'art chinois. Bien voir que
bien sûr, le nu, pas le dénudé. Les nudés partout. Le nu. Qu'est-ce qu'a été le nu dans l'art européen et qu'est-ce qui se découvre par égard de son absence, donc relevant d'une impossibilité du côté chinois. Les premiers Chinois qui n'étaient pas des nus, ce sont les Chinois qui, dans les années 30 du siècle dernier, sont venus à Paris, découvrant la peinture occidentale, découvrant le modèle, et dont l'image que vous avez mise sur l'affiche et la tradition. Alors plus tard, évidemment, là, c'est la même chose, c'est-à-dire des peintres qui sortent de Chine et qui découvrent le nu occidental, et qui, en tout cas pour les premiers, quand ils sont rentrés en Chine, ont eu beaucoup de difficultés à rentrer parce qu'ils étaient suspects d'avoir commis cette, disons, aventure. Bon, en tout cas, ce qui me paraît important, c'est que là, on a le même phénomène de la peinture chinoise et la peinture européenne, qui est qu'on est passé d'un côté comme de l'autre d'une peinture de personnage à une peinture de paysage. Des deux côtés. Mais en Chine, 1000 ans plus tôt. En Chine, c'est au tournant du 4e, 5e siècle de notre ère qu'on commence à figurer des paysages, alors qu'avant, on figurait des personnages. Bien sûr, alliés. C'était des fonctionnaires, c'était des princes, c'était des divinités. Mais disons, on a donc une logique intéressante à considérer que, de part et d'autre, en s'ignorant totalement, on est passé de la peinture, de la figuration de personnage à celle de paysage. Seulement, du côté chinois, ça s'est fait très tôt, et puis on est resté dans cette tradition jusqu'à aujourd'hui. Il faut donc comprendre pourquoi, et je vais essayer d'en invoquer certains effets. D'abord, le nu isole l'homme. Pour une raison très simple, c'est que seul l'homme est nu. Les animaux ne sont pas nus. Donc, on pourrait croire que le nu nous fond ou nous confond avec la nature. C'est l'inverse. Le nu souligne notre écart par rapport à la nature. C'est vrai que nous avons une grande scène de nu, Adam et Ève, Pietà, le juin dernier. Ce qui est important, c'est de voir que la conception du corps chrétienne est si dissemblable à la conception grecque, mais que le nu est resté. Donc qu'est-ce qui fait cette tradition, cet atavisme, je pourrais dire, qui fait que, alors que la conception du corps a foncièrement changé, le nu est resté impliqué, et encore une fois, d'un art à l'autre, sculpture, peinture et photographie. En fait, en Chine, on ne dit pas l'homme. Quand on parle d'art de peinture, vous avez des catégories, mais qui sont ouvertes. On dit, en ce qui concerne le site, moi je suis un peintre et sombre, il dit, en ce qui concerne les personnages bouddhistes et taoïstes, hommes et femmes, bœufs et chevaux, l'époque récente est inférieure au passé, mais en ce qui concerne les paysages, arbres et rochers, fleurs et bambous, oiseaux et poissons, le passé est inférieur au présent. Mais la vérité, c'est personnages bouddhistes, les plus simples, et puis hommes et femmes, bœufs et chevaux. Donc il n'y a pas une catégorie isolée qui serait l'homme, dont on figurait pour en saisir l'essence. Donc l'homme comme catégorie n'apparaît pas comme telle. La peinture du sujet humain se trouve dispersée dans différentes rubriques et ne possède pas donc le statut générique. Le plus couramment dans les traits des peintures, c'est taoïste et bouddhiste, personnage barbare. Les uns et les autres. Ou sujet bouddhique, peinture narrative, paysage, bambou, arbre, eau, rocher, et dernier, figure féminine. Figure féminine vient après les rochers, les bambous, etc. Et puis, la peinture chinoise est soucieuse, sur toute la pensée chinoise, de hiérarchie. Or, le nu déhiérarchise ou égalise. Si on veut montrer la hiérarchie des gens, il faut qu'ils aient leur tunique, leur robe, leur chapeau, etc. Vous l'imaginez. Il faut donc en distinguer, selon le rang, selon l'époque importante de l'histoire, et ce qui contribuera ostensiblement à faire le vêtement. Et puis, je l'ai dit, le nu, en extrayant de la différente époque, de conditions, abstrait l'homme.
Qu'est-ce que l'homme? Tis ou anthropos? Qu'est-ce que l'homme en tant que tel? Qu'est-ce que l'homme dans sa généralité? Le nu dresse l'homme à part la nature et l'isole. C'est ça, c'est l'effet générique. Donc le nu, il ne confond pas l'homme à la nature, mais au contraire, le sort de la nature pour, disons, en l'isolant, chercher son essence. Qu'est-ce que l'homme en soi, en tant que tel, indépendamment des différentes conditions de l'époque, etc. Vous suivez ou pas? Oui. Moi aussi, vous suivez tous en français. Vous êtes bon, alors c'est une approche sur quoi? Sur qu'est-ce qui fait le nu? Sa consistance, c'est la forme. Forme, deux mots grecs, eidos, morphé, en latin, format. C'est là pourquoi le fond de la pensée grecque, pourquoi je dis que le nu exprime l'homme en tant que tel, tis ou anthropos, c'est que la forme a, vous savez en grec, un statut d'archétype, une forme modèle. Or, le nu, c'est une modélisation. Le nu, c'est pas empirique. Le nu dans l'art, c'est décidé avec le compas, l'équerre, le nombre. Est-ce que la tête par rapport au corps, c'est 1/8, 1/7, l'écartement des seins, tout ça, ça se mesure. Donc, on cherche la forme modèle, archétypique. Donc, d'une part, alors, en Grèce, il y a deux traditions pour penser la forme. La tradition platonicienne, plotinienne, celle de la forme modèle, archétype, le sensible étant une image de la forme intelligible, tradition Platon. Et puis l'autre tradition, c'est Aristote, qu'on trouvera chez Augustin, où la forme, c'est la forme sensible. Mais la forme sensible, c'est donc ce rapport d'une matière qui désire sa forme. Eros, il y a la définition de Dieu dans Aristote, Dieu kineios eromenon. Dieu met en mouvement le monde parce que désiré par lui. Donc il y a un rapport d'éros, de la matière à l'égard de la forme. Donc la forme informe. C'est elle qui fait être. Qui fait être parce que c'est essentiel. Comme dit Augustin, esse cum forma. Être avec la forme. C'est la forme qui fait être. Alors, bien passant, décidément, essentiel. Moi, c'est pour ça que j'ai étudié le chinois. C'est parce que je suis philosophe, quand j'ai appris qu'il n'y a pas de verbe être en chinois. On peut dire je suis ici, je suis fatigué. On ne peut pas dire je suis. To be or not to be. L'être au sens de, non pas de la prédication, mais de l'existence, ne se dit pas en chinois. Encore aujourd'hui, il y a moi, ou sun, subsister, sunzai, zai, être là. On traduit aujourd'hui sunzai, on traduit être, tout niveau. Mais c'est à proposer à partir de l'Occident. Donc, une pensée qui est passée à côté de l'être. Moi, je dirais que c'est pour ça qu'il est passé à côté du nu. Puisque le nu exprime l'essence même de l'homme. Donc, forme chez Augustin, vous savez, le sens de forme modèle, c'est le sens platonicien, le sens de forme extérieure, le contour, morphé en grec, et puis la forme perçue comme beauté, format, ou formosus pour dire beau. Formosus. Donc, il y a débuté ce terme, d'où vient le nu. Sous la forme sensible, nous remontons à la forme première, à la forme intelligible, à la forme modèle. Donc, le nu est une hypostase de la forme. Hypostase au sens. Or, la tradition chinoise n'a pas pensé de forme intelligible au-delà du sensible, ni de forme immuable qui soit une essence. Alors, c'est ça le nu saisit une forme immuable. À temps réel. Et la Chine conçoit non pas en termes d'être, vous savez, mais en termes de processus. Pas de devenir, parce que le devenir, c'est à l'ombre de l'être. Le devenir, c'est une notion parallèle à l'être. Non, du processus. Ce que dit Tao en chinois. Bien. C'est là que je viendrai à la question que je reprends dans ce temps sur est-ce que nous avons un corps. En tout cas, le corps est morphologique pour nous, morphologique anatomique. Un grand écart entre tradition chinoise et tradition européenne,
c'est que la Chine, autant la Grèce, et le savoir européen par la suite, est attachée à l'anatomie, et dans l'anatomie, vous entendez analyse, l'analyse des parties constitutives du corps, l'anatomie. En Chine, il n'y a pas d'anatomie. Encore une fois, ce que je dis des corps figurés, c'est des sacs de circulation énergétique, avec une description extrêmement fine de la circulation d'énergie, du cheveu jusqu'à l'ongle des pieds, sur laquelle travaille l'acupuncteur, et tout ça, explorant le pouls, la pulsation rythmique qui passe à travers votre corps et qui le tient en vie, mais autant la forme extérieure n'intéresse pas. Bon, j'ai pas besoin, parce que je suis ici en Italie, au pays Léonard, de Vinci, quand il dit le peintre qui a la connaissance de la nature des nerfs, des muscles, des tendons, etc., cette anatomie de tous les éléments constitutifs. Pour Léonard de Vinci, le corps humain est un corps physique, soumis à des principes rigoureux de tension musculaire, d'équilibre, de pondération. Régi de l'intérieur par la causalité des forces et perçu de l'extérieur en fonction des lois de l'optique. Donc c'est la rencontre entre la causalité interne des forces et le regard, et donc la conception des lois de l'optique. Donc le peintre de la Renaissance italienne, il est géomètre, en même temps que physicien. C'est la rencontre des deux que le corps prend sa consistance en art. Or, je dis du côté chinois, le corps est tout autrement conçu. Je me pose même la question de savoir si c'est un corps. Mais disons, l'anatomie reste très grossière. Ce qui compte, c'est la circulation, chi en chinois, du souffle énergie, de cette pulsation qui ne cesse de s'activer en nous et de nous maintenir en vie. Alors, si le corps dévêtu est figuré comme un sac, en revanche, le corps vêtu de la robe, des plis, des ceintures, fait voir à l'extérieur la circulation énergique à l'intérieur. Les plis des vêtements, les plis des ceintures, vous voulez, expriment la circulation de la respiration. D'où cette fonction, non pas, les vêtements ne recouvrent pas, ne cachent pas, au contraire, les extérieurs, ils font apparaître la circulation rythmique interne. Qui sont donc les rainures de vie qui, disons, qui traversent notre Wen en chinois, Wen Li, la cohérence des rainures que nous percevons déjà sous la peau, n'est-ce pas, et qui font cette circulation d'énergie. Et c'est le même terme pour les rainures de la montagne. Tingmo. Donc, tout le réel est traversé de rainures qui ne cessent de l'animer et de le tenir en tension de vie. C'est donc ces rainures internes qui comptent. C'est elles qui sont très minutieusement dessinées et qui sont essentielles de ce qui est figuré. Alors, je vais aller très vite. Je vais écrire un petit livre jadis là-dessus. Vous travaillez italien, donc je vais vous y rapporter. J'ai juste arrêté sur certains points qui me paraissent importants. Notamment, pourquoi, dans l'art européen, on a appris à dessiner à peindre en peignant des nus, l'académie, fonction du modèle, alors qu'en Chine, quand on s'exerce à peindre, on peint des rochers. Alors, quel rapport entre un rocher et un nu, si vous voulez? Et pourquoi je l'ai mis en vis-à-vis? Pour réfléchir. Oui, j'ai dit tout à l'heure, je ne compare pas, je produis des vis-à-vis réflexifs pour essayer de penser l'impensé de chacune des deux pensées. C'est ça mon opération. Pour moi, ce n'est pas une opération philosophique, ce qui m'intéresse, c'est l'impensé de notre pensée, c'est-à-dire ce à partir de quoi je pense, je ne pense pas, sinon je penserais. Donc ce à quoi ma pensée est adossée, c'est pas ce qu'il y a derrière la tête. Non, je ne vois pas. Donc, si vous mettez au point un vis-à-vis perspectif, réciproque, vous pouvez comme ça essayer de sonder dans une pensée l'impensé de votre pensée et réciproque. C'est ce que j'essaie de faire, notamment si je parle du nu d'un côté et de l'impossibilité du nu de l'autre. Donc, du côté grec, le nu incarne, et dernièrement, c'est pas pour rien qu'on a une religion de l'incarnation. Et déjà, chez les Grecs, il incarne la forme idée
Comment on dit en morphostai, katatoeidos. En fonction des dos, on donne forme. Morphostai, n'est-ce pas, katatoeidos. Et le nu hisse l'humain au stade de l'idéal. Du côté chinois, donc, pourquoi on peint un rocher? Parce qu'un rocher n'a pas de forme. Un rocher a n'importe quelle forme. Donc si je peins un rocher, si j'apprends à peindre en apprenant à peindre des rochers, c'est qu'un rocher n'impose pas sa forme. Ce qui est décevant pour les Chinois dans le corps humain, c'est que le corps humain est uniforme. Si vous figurez le corps humain, il faut une tête, il faut des bras, il faut des pieds. Même le nu descendant l'escalier du champ, même le nu dans la mémoire de Bonnard, néanmoins, vous voyez quand même qu'il y a des parties. Alors que, donc, quelque chose s'impose à nous qu'on doit figurer, qui sont les éléments continus du corps. Un rocher, non. Un rocher, c'est justement une masse de souffle énergie concentrée. On dit les rochers racines de nuages. Un rocher et un nuage, c'est la même chose. Seulement dans le nuage, le souffle d'énergie est dispersé, diffus, n'est-ce pas, évasif. Alors dans le rocher, il est concentré. Et mon corps, si j'ai un corps, et c'est une concentration de ça, comme le rocher est concentré. Concentration, individuation, concentration, concrétion, c'est ça qui est à figurer. Alors il y a une phrase magnifique de Su Tongpo, qui est un des grands lettrés chinois du XIIe siècle. Je vais vous la lire. Qu'il s'agisse d'hommes, d'animaux, de palais ou même d'ustensiles. Vous voyez qu'il y a une rubrique qui est hommes, animaux, palais, ustensiles. C'est pas très glorieux pour l'homme en tant que tel, n'est-ce pas? Ils ont tous une forme constante. Forme, c'est la difficulté quand on est dans la position, sans doute la vôtre, c'est que j'essaie de dire dans ma langue ce que ma langue ne dit pas. Bon, je suis toujours en train de trahir, alors j'essaie de rester intelligible. Souvent, on dit que je ne suis plus. Bon. Mais donc, j'essaie de rendre ma langue plus disponible en l'entr'ouvrant à ce qu'elle ne sait pas dire et qu'il faut donc apprendre à dire. Et c'est là ce travail qui est la traduction sur la prononciation exigeant du terme et non pas comme rabattre l'un sur l'autre. Donc il s'agit d'hommes, d'animaux, de palais ou même d'ustensiles, ils ont tous une forme constante, mais évidemment ce n'est pas intéressant à peindre. Parce que c'est uniforme. En revanche, les montagnes, les rochers, les bambous, les ombres, les vagues, les brouillards, pas de forme constante. Mais une cohérence interne constante. Ce par quoi la montagne est montagne, ce par quoi la brume est brume. Et alors ça, c'est intéressant à peindre. Parce qu'il n'y a pas de forme que ça pose à nous. Il faut trouver comment faire que cette individuation, cette concrétion soit traversée de cette animation qui fait qu'elle a pu prendre consistance. Donc, comment lui est venue sa consistance, par quelle cohérence interne de souffle d'énergie lui est venue sa consistance. Donc, la figuration humaine est pauvre, parce qu'imposant sa forme. Alors oui, l'autre belle rubrique, c'est la peinture chinoise classique. Montagne, rocher, arbre, brouillard et même bambou n'imposent pas de forme. Ils sont disponibles, ils prennent toutes les formes disponibles, toutes les formes possibles. Donc, il y a variance. Alors, permettez-moi d'introduire ces mots en français, mais l'italien est proche, donc ça devrait passer un peu. Non pas variété, mais variance. Parce que la variété, c'est ce qu'on a fait dans la figuration des nus. Telle pose, telle pose, telle pose. Les grands textes de Léonard de Vinci nous montrent justement cette différentes poses possibles. Et vous savez qu'on tenait les modèles avec des poulies, des cordes, pour qu'ils aient une pose, puis une autre, puis une autre. C'est Rodin qui a commencé à évacuer un peu ça. Hein. Donc c'est la variété. C'est-à-dire qu'il y a un être du corps qui se trouve varié dans différentes possibilités qui sont toutes définies comme telles. Si je parle de variance, c'est comme la variance des nuages ou les variances du ciel. Ça. Donc il n'y a pas de variété. Dans variété, vous entendez encore l'être. L'être réparti en différents types possibles. Dans variance, vous avez le mouvement, c'est ça qui fait qu'il n'y a pas de forme possible.
et que cette forme est toujours en transformation. C'est sur quoi je vais insister. Alors, si j'avance un pas plus loin, je dirais justement que d'un côté, on peint dans le nu une forme distincte. Formata et distincta, dit Augustin. De l'autre côté, on peint une transition, variante. Donc dans le nu, la forme que modélise la culture européenne n'est pas seulement arrêtée comme le modèle à qui on dit ne bouge plus, arrêtée et délimitée au sens de distinct. Et donc, la forme extérieure est une définition, oros en grec, oros, horizon, etc. Donc, la forme extérieure, morphée, définit au sens de dessine le contour distinctement. Donc, je citais Bonnard, le nu dans la baignoire, justement, la distinction s'estompe, parce que c'est là, au XXe siècle, justement, on sort de l'ontologie, on sort du verbaire, on sort de la forme, on fait tout ça, etc. Mais néanmoins, si on dit nu dans la baignoire, c'est encore, il y a quand même une forme encore qui reste, même si elle est beaucoup plus amortie, estompée à travers l'eau, justement. Donc la forme comme limite enveloppante, délimitation, détermination. Détermination, ça vous paraît banal, mais être, c'est être déterminé. C'est la définition grecque, mais aussi hegélienne de l'être. Être, c'est être déterminé. Donc, la grande idée grecque, développée par la philosophie, c'est que plus cela est déterminé, plus cela est. Plus vous déterminez, plus vous faites être. Vous voyez comment la détermination et l'être sont vraiment chevillés ensemble, vont ensemble. Sortez cette pensée de l'être, justement, l'indétermination, parce qu'on l'appelle comme ça, négativement, c'est-à-dire ce qu'on va appeler le vague, le diffus, le confus, sont les qualités mêmes du Tao. Il dit dans le Lao Tzu, le Tao, il est vague, diffus. Et autant nous devons appeler à l'école à penser distinctement, en termes cartésiens, idée claire et distincte, pensez que dans le Lao Tzu, on dit apprendre à penser confusément. Peindre confusément, penser confusément. C'est-à-dire, au lieu de faire des délimitations, des distinctions, des définitions, non, saisir la cohérence. La cohérence qui ne cesse d'être à l'œuvre et qui donc n'est distinguée que de façon abstraite, et donc perdant la cohérence de vie, de vitalité qui anime. Vous me suivez? Dites-moi, parce que sinon je change. Bon, formata et distincta, comme dit Augustin. Vous voyez ce que c'est que peindre l'indistinct, peindre la transition. Et pourquoi donc le corps échappe à ça? Je vous cite cette très belle formule d'un lettré aussi des sons, Tianwen-Shi, quand il dit « La montagne sous la pluie, ou la montagne par temps clair, sont faciles à figurer. C'est comme le corps humain. Sous la pluie, par temps clair, c'est facile à figurer. Donc c'est pas intéressant. Mais que du beau temps cela tende à la pluie, ou que de la pluie cela tende au retour du beau temps, s'héberger un soir au sein des brouillards, quand tout le paysage se perd dans la confusion, émergeant, entre il y a, il n'y a pas. Voilà ce qui est intéressant à figurer. Entre il y a, il n'y a pas. Vous voyez, il n'y a pas d'un être. Il y a actualisé. Il n'y a pas, c'est pas d'un être, c'est pas néant, ce n'est pas actualisé. Donc le soir, dans les brouillards, voilà, c'est ça qu'il faut peindre, n'est-ce pas? La transition. Le souffle ne cessant d'animer des formes qui sont en variance, en mouvance. Ce qui conduit à cet écart maximal, enfin, que j'essaie de... qui est d'une part figurer un nu dans la grecque, c'était introduire une forme dans une matière. L'opposition, c'est eidos, morphée, puis ulé, le marbre, et la matière résistante. C'est quelque chose qui a traversé tout l'art européen.
L'idée que l'artiste, c'est quelqu'un qui a une forme idée dans la tête, ou qui la prélève dans le monde, de possibilités, et qui va l'introduire de force dans une matière résistante. Et donc, la peinture comme un combat. C'est dans la dit, n'est-ce pas? Peindre des pommes sur l'assiette, c'est un combat. C'est un combat. Ça, c'est très étranger à la pensée chinoise, l'idée d'une sorte d'affrontement de l'artiste à l'égard de, disons, la matière qui résiste. Cette idée, donc, d'introduire une forme dans une matière qui résiste, c'est la grande idée de Plotin. Bon, Plotin, c'est le premier grand penseur de l'art en Europe, n'est-ce pas? Et qui est donc, il y a dans ce rapport Morphée-Hullet, Phidias qui introduit la forme. Alors, forme idéale, idéa, dans la matière résistante. Je cite Plotin. Prenons deux blocs de pierre, l'un reste brut, l'autre changé en statue d'un homme, tel que l'art l'a créé, en combinant tout ce qu'il a trouvé de beau. Donc là, c'est un beau par combinaison. Là, la tradition est plutôt stoïcienne. Il est clair que la pierre en qui l'art a fait entrer la beauté d'une forme humaine, est belle, non parce qu'elle est pierre, mais grâce à la forme que l'art y a introduite. Donc l'idée que l'art introduit la forme dans la matière, la grande idée, disons, banale au point qu'on la trouve, nous, ben oui, banale justement. Alors que si vous passez par la Chine, et moi c'est l'usage que j'ai de la Chine, c'est de ce qui nous paraît banal du dedans de la culture européenne, c'est de voir qu'on sait comment c'est singulier, inventif, quand on fait ce détour par le nord chinois. Ce qui m'intéresse en tant que philosophe, c'est que il y a les questions qu'on se pose, qu'on pense à se poser, il y a ce qu'on pense à penser, et puis il y a ce qu'on ne pense pas à penser. Les questions qu'on ne se pose pas quand on n'a pas idée. C'est justement passer par un dehors, comme vient la Chine, dehors de la langue, dehors de l'histoire, centrale européen, tout ça, fait qu'au lieu de voir la banalité, l'artiste qui a trouvé une forme dans la matière, on y voit quelque chose de très singulier, d'inventif, de risqué. Et ça devait voir tout autrement la culture européenne quand on prend comme ça, on fait cet écart. Bon, la grande banalité européenne, mise en forme par Aristote, c'est que peindre, figurer, c'est quoi? C'est transporter une forme d'un objet naturel ou de son idée dans une matière, métatitestai. C'est comme ça qu'Aristote comprend la mimésis comme transporter une forme d'un support sur un autre support, n'est-ce pas? Le support du papier, par exemple. Ou c'est un transfert de forme. Forme soit prélevée du monde, soit conçue idéalement par l'esprit, versant aristotélicien ou versant platonicien, mais donc prélevée de son esprit ou du monde pour être transférée, métatitestai, la mimésis, n'est-ce pas, sur un support. Alors c'est ce que fait le modèle et la peinture du nu, n'est-ce pas, la sculpture du nu. Le modèle, et pour les Chinois débarquant en Europe au début du XXe siècle, ça a été une surprise totale. Cette fonction du modèle, n'est-ce pas, et qui a traversé toute notre tradition jusqu'à actuellement, où on a encore cela comme exercice pour entraînement au beau par la forme du corps humain. Alors, si ce n'est pas transférer une forme d'un objet naturel ou d'une idée conçue, idéa sur un support de marbre ou de papier, ensuite, ça sera donc quoi? Quand on figure un être humain, c'est une expression toute faite, tout le temps, c'est transmettre l'esprit. Chuanchen, transmettre l'esprit. C'est-à-dire qu'à travers cette sorte de condensation physique, non pas corps proprement dit, mais ce que vous avez dit, corporalité, comment on peut dire ça à l'intérieur? Corporita. Corporita, oui, je crois que c'est ça qui est juste, c'est corporita, c'est pas corps, hein, corporita. Il y a de la corporalité. Hein. À travers la corporalité, faire passer le souffle de l'esprit. Chuanchen, transmettre. Donc, à travers il y a la corporalité qui se laisse donc traverser, animée par un souffle invisible qui la déploie, qui la produit.
Donc, transmettre l'esprit. Alors, ça pose la question à laquelle je reviens tout à l'heure, c'est ce qu'on appelle Xing, que traduit par forme en chinois, pas du chinois en européen. Mais Xing, c'est est-ce une forme? C'est une actualisation. Parce que qu'est-ce que je suis pour la version chinoise? Je suis une actualisation de Qi. Qi, souffle, énergie, respiration, énergie trop grecque, mais disons. Voilà. Je suis donc une individuation, actualisation, concentration de cette capacité respiratoire qui soit est diffuse, forme le ciel, le vide du ciel, soit se concentre, se condense et forme l'opacité des corps. Mais donc je suis une actualisation de cela. Dans un processus qui fait que à la naissance s'actualise, se concentre, s'individue, se noue cette capacité. À la mort, elle se défait, diffuse, retourne vers les flux, disons, du ciel et de la terre. Donc la nouvelle scène, c'est celle de flux, influencement. Si vous n'avez pas d'être, vous avez du flux. Notre pensée contemporaine est intriguée par ça, parce que est-ce qu'on va penser le réel en termes d'être, déterminé, constituant, qu'on analyse, ou en termes de flux, vecteur, facteur de souffle-énergie, n'est-ce pas, en corrélation. Ça, c'est la traduction chinoise. Je compte parce que je vous avez 6 heures, je crois. Donc, vous savez, voyager, c'est toujours courir, n'est-ce pas? On court pour prendre l'avion, là j'ai attendu un jour, on court et on attend. Forcément, on court toujours, on attend toujours. Et quand je viens parler, c'est toujours la course aussi. Bon, je persévère. On n'est pas pressé. Comment? Non, ici, on n'est pas pressé à faire. On sort dans une pause. Merci. Mais si vous dites ça, alors, par contre, je vais en profiter. C'est ce qui fait qu'il y a ce qu'on a appelé, en chinois, qui est devenu le principe même de l'art chinois, la peinture chinoise, c'est ce qu'on traduira en français, c'est bien la résonance. Non pas yin, le son, yun. Yin, yun. Vous entendez les deux mots en chinois, yin, yun. Yun, c'est l'intériorité du yin. La résonance, c'est l'intériorité du son. Le son est physique aussi, c'est la physicalité. Seulement, cette physicalité, elle est traversée par quelque chose qui l'anime du dedans et fait que le son a une résonance intérieure. Je prends résonance intérieure, en termes de Kandinsky, en fait, cette tradition-là, c'est pour dire, je pense qu'il échappe à la forme. Quand au début du XXe siècle, on a voulu dire la peinture qui sortait des formes, la figuration, bah, c'est résonance que Kandinsky a pris. Résonance intérieure, résonance. Donc je crois que c'est très juste. Le fait que le son a une vibration interne qui le déploie, qui le promeut, qui le déploie sa capacité d'esprit. Je parle à la chinoise. Yun par rapport à yin. Oui, pour évoquer ça, il y a 2 très beaux vers du poète Xikang au IVe siècle et qui ont été repris par le premier grand peintre chinois de paysage, enfin le premier peintre de paysage en Chine, au IVe siècle, Gu Kaizhi. La main effleurant les 5 cordes est facile à peindre. La main sur les cordes, ça c'est facile. L'œil raccompagnant les oies sauvages, ça c'est difficile. L'œil qui raccompagne les oies sauvages, ça c'est difficile à peindre. Donc vous avez d'une part du figurable, du tangible, la main sur les cordes. Bon, je suis le type de la main, certes, mais. Donc ce regard levé, vers le ciel, qui laisse passer la nostalgie. Parce que les oies sauvages, c'est le retour, l'aspiration à l'infini, ça c'est ce qu'il faut figurer. Ça c'est une. Le geste de la main est une forme, le regard porté vers le ciel. Et porté vers le ciel, vous voyez, c'est trop réel. Je suis déjà dans l'explicitation maladroite. N'en a pas. Bon, alors, si je vais plus vite encore, je vais dire d'autres choses. D'abord, ah oui, forme modèle, donc forme canon, le canonique. Toute cette affaire européenne qui nous a pris, n'est-ce pas, c'est que la beauté du corps du Plotin dérive de la participation à une raison venue des dieux. Donc, il y a logos derrière la forme sensible.
Plotin encore, Phidias qui sont Zeus, sans égard à aucun modèle sensible, mais le prenant tel qu'il serait s'il consentait à paraître à nos regards. Donc ça c'est l'idéal, c'est la forme intérieure modélisée. Bon, le nom idéal, Camus Polyclète. Formule de Plotin aussi, magnifique. La beauté arrive peu à peu à travers bien des nombres. Donc c'est à travers le nombre d'or, toutes ces approches pour arriver au nombre parfait du beau. Je voyais à Paris récemment l'exposition de Eva Bergman, la compagne de Hartung, n'est-ce pas? Et encore au XXe siècle, le nombre d'or, enfin, tous les travaux à partir des pythagoriciens, tout ça, pour trouver le nombre d'or. Donc toujours cette idée de... Et puis alors le rapport partout. Qu'est-ce qui est grec dans cette affaire? C'est que pourquoi le nu incarne la pensée grecque? C'est que le nu, j'ai dit l'anatomie, donc c'est le rapport des parties du tout, et la beauté étant si les parties sont fondues dans le tout. Donc, analyse et synthèse, ce qu'on appelle en grec symmétria. C'est la version stoïcienne, n'est-ce pas? Le diamétron qui autour de tout, c'est parti, qui fait que si une femme est belle, c'est pas le bras, la jambe, c'est tout. C'est-à-dire toutes les composantes du corps qui se font dans une symmétria, une harmonie d'ensemble. En latin, les deux termes, c'est pas pulchrum, qui est la conformation d'un objet à ce qu'il doit être, et puis aptum, l'adaptation aux autres. Pulchrum, aptum, c'est les deux dimensions chez Augustin de ce mot. Bon. Alors, vous avez vu des figurations de personnages en Chine. C'est pas la forme qui compte, c'est donc pas. C'est plissement des yeux, là, vous voyez, ici, ou les ridules, bord de la bouche. Donc c'est indiciel. Parce que c'est l'indice, ici, l'innervation de la peau, ou les rides, n'est-ce pas, de la chair, comme ça, ont une valeur indicielle parce qu'elles sont des configurations en transition de l'esprit qui nous anime. Donc, il faudrait penser sur ce statut de l'indiciel. Et alors, l'indice de l'indiciel, en Chine, c'est les yeux. Le petit pointage des prunelles, n'est-ce pas, des pupilles, on dit que Wu Kai-je, quand il a peint un jour un dragon, et quand il a mis les pointés des deux yeux, le dragon s'est envolé. Parce que donc, cette indicialité de la vie en nous, le fait donc c'est un ridule, n'est-ce pas, ça qui fait passer le chuan-chen, n'est-ce pas, et non pas la forme distincte, déterminée, qui fait être. Donc c'est l'importance en Chine de l'indiciel. L'indiciel c'est quoi? C'est le subtil entre visible et invisible. Et toute la figuration esthétique chinoise est concentrée là-dessus. Oui, en chinois. C'est-à-dire ce qui se perçoit à peine. J'avais écrit jadis un éloge de la fadeur. Parce que la fadeur, c'est ça. La fadeur, c'est la saveur indicielle. À peine saveur. Mais la fadeur, il sapore, n'est-ce pas? Ouais. Mais en italien, c'est négatif. Alors, il faut l'entendre en français. Fadeur, c'est un très beau terme français. Fadeur, c'est saveur, mais saveur à peine esquissée, qui ne distingue pas entre salé, sucré, doux, amer. N'est-ce pas? C'est au seuil de la saveur, c'est la fadeur. Or, la fadeur, c'est la saveur suprême. La fadeur de l'eau, qui est la saveur suprême. Bon, on va pas développer, mais en Chine, on apprend à peindre peinture fade, peindre une peinture fade, poésie fade, musique fade. Donc, il nous maintient au seuil du sensible, avant que le sensible, justement, se détermine, ne prenne une consistance d'être, au seuil. Donc, vertu de l'indiciel. Bon, j'arrête là, ce serait vraiment trop long. J'en viens à la seconde question, qui était ma question au fond, que je voulais poser, qui est, est-ce que j'ai un corps? C'est banal en Europe de dire, est-ce que j'ai une âme? Question, on se pose. Est-ce que j'ai un corps? C'est une question plus intéressante. Mais je crois que le passage, le détour par la pensée chinoise, nous amène à nous penser, à nous demander si corps est vraiment un terme de partie qui s'impose à nous. Vous savez, les anthropologues disent ça, je pense notamment en France à propos de Descola, en disant dans toutes les cultures, vous avez ça. Enfin, vous avez de l'intériorité et puis de la physicalité. Je ne suis pas sûr que ce soit le cas en Chine. En Chine, on a
d'intériorité, et puis de l'opérativité. En chinois, c'est Ti Yong, vous savez, le terme, c'est bien la pensée classique chinoise. Donc, physicalité et fonctionnalité, c'est un grand couplage. Physicalité, fonctionnalité. C'est pas coréen, c'est pas, disons, physicalité, fonctionnalité. Enfin, c'est quelque chose de collectif. Donc la question se pose, est-ce que corps est un terme vraiment transculturel, transhistorique, passe-partout? Autrement dit, si je retire le support de l'être, est-ce que corps a encore une pertinence aussi légitime que à nos yeux? Pour d'abord, s'il n'y a pas d'opposition coréenne, c'est un grand écart. Du côté chinois, Hunpo, c'est ça. Et je suis animé de flux. À ma mort, ces flux se diluent, se désindividuent, retournent vers le flux, les flux cosmiques. Mais d'âme au sens de consistance d'être, comme l'âme dans le Phédon de Platon, donc comme support de mon être, et même support immortel de mon être. Ça, c'est une idée qui est grecque, chrétienne, enfin, qui est notre tradition religieuse. C'est ce qui fait que la Chine a une singularité essentielle, qu'elle a pensé non pas l'immortalité, ou l'éternité de l'âme, là encore assise sur le verbe être. L'éternité en grec, mauvaise étymologie, fausse, qui a fait autorité. Aion, c'est aion, ce qui est toujours. Mais la Chine ne s'occupe pas d'immortalité, il n'y a pas de support d'éternité, là, comme être, mais la longévité, la longue vie, Changshan. Ça, c'est quand même un écart considérable. C'est une singularité chinoise. Finalement, ce qui compte, c'est la longévité. Vivre des centaines d'années, et puis après, en point de suspension, n'est-ce pas, monter dans les nuages, voilà, les immortels, c'est comme ça. Immortel, ciel gêne, homme des montagnes. On traduit immortel. C'est pas immortel, c'est ceux qui s'en vont dans les nuées, n'est-ce pas? Donc cette chose essentielle qui vagabonde dans les nuées, qui s'en vont. Et donc c'est qu'il y a ce qu'on appelle ça en Chine, c'est la Changshan, la longévité. Et longévité au travers de monopacité physique, n'est-ce pas? Tout ce qui sont les pratiques alchimiques pour cela. Donc, qu'est-ce qu'on nourrit Je vais écrire un petit livre, là encore je dis là-dessus. On a, nous, une distinction platonicienne reprise par les pères de l'Église qui est on nourrit son corps ou on nourrit son âme. Très faible en grec, prophène. On nourrit son corps par les aliments, en mangeant. On nourrit son âme par la vérité, par la musique. Et vous retrouvez ce dualisme dans la tradition des pères de l'Église. La main du désert et le corps du Christ, on a tout ça. En Chine, on nourrit quoi? La vie. Yaoshang. Nourrir sa vie. On nourrit la vitalité. C'est remarquable, si vous voulez. Ce n'est pas strictement mon corps, ce n'est pas non plus mon âme. C'est nourrir sa vitalité. C'est la grande obsession que les Chinois, vous le savez, c'est encore aujourd'hui. Hein. Alors c'est très mal traduit. Je ne sais pas si en italien c'est la même chose, j'imagine. On traduit Yaoshang par hygiène. En italien, ça dit comment? Hygiène, c'est la même chose? Hygiène. Ouais. Alors c'est une traduction évidemment nulle. Parce qu'hygiène, nous, c'est se laver les mains, la Covid, enfin, etc. Alors, hygiène, hygiène en grec. Hein. Non, Yaoshang, c'est la notion principale de la pensée chinoise. Nourrir vie. Nourrir sa vie. Nourrir sa vitalité. C'est pas seulement mon corps, pas non plus mon âme. Il n'y a pas cette scission propre, figurée, physique, anémique. Nourrir sa vitalité, Yaoshang, Yangqi, nourrir mon souffle vital, etc. Donc, c'est une notion très intéressante. J'avais consacré un petit livre à ça, parce qu'elle est très actuelle, enfin, elle est principale aujourd'hui, très ancienne. Dans le Grand 2, vous avez déjà un chapitre là-dessus. Donc, si je n'ai pas d'âme, est-ce que j'ai un corps? Vous voyez, la question, elle se pose, parce que c'est quand même l'âme qui a donné, disons, consistance à son opposé, le corps. En plus, on a, comme dans la pensée chose, on a des couples notionnels. On n'a pas un couple, corps-âme, on a des couples. On a, notamment pour ce qu'on appelle, nous, le corps, terme qui signifie, que j'ai évoqué, Xing,
forme actualisée, actualisation individuée, Xing. Shen, l'entité personnelle. Et puis Ti, l'être constitutif. Ce qui fait qu'on a traduit en chinois moderne, Shen, Ti. On a pris deux mots. Shen, le personnel. Ti, la physicalité. On en a fait un composé, Shen, Ti, pour dire mon corps. On dit en Chine maintenant, oui, Shen, Ti, j'ai mon corps. Shen, Ti, c'est un corps bonne santé. Mais ça, c'est une composé moderne. Comme on a pris, pour faire des vérités, on a pris Gen et Ni. Comme pour dire être, on a pris Tsun et Zai. Tsun et Yo. On a pris deux mots, on les met ensemble et on traduit le terme européen. Finalement, c'est un composé. Très simple. Donc, corps en chinois contemporain, Shanti, est un composé de deux mots qui sont deux mots possibles pour dire l'un. Mon être individuel, je suis pas journée d'être, je suis forcé. Et l'autre côté, plutôt, l'être constitutif. Hein, le personnel d'un côté, le constitutif de l'autre, Shanti, mon corps. Mais les trois termes que j'évoquais sont liés aux trois autres, qui ne sont pas là pour en parler, mais à dimension animante, Shen, au sens de Chuan Shen, dimension d'esprit, si vous voulez. Et d'autre part, l'intériorité, Qi. Et enfin, souffle énergie, Qi, respiration. Donc, on a donc une variété d'emplois, plusieurs relations diverses, qui ne sont pas hiérarchisées, qui sont en fait fonctionnelles, n'est-ce pas, qui font que, comme le disait Zhuangzi, vous êtes entre ces relations diverses, sans qu'aucune ne soit imposée, si ce n'est à l'époque moderne, Shanti, traduit l'Occident. 5 minutes. Bon, je vais encore un peu plus vite. Alors, je juste. Sur Xing, je dis ceci. Je suis donc, qu'est-ce que je suis? Si tant est que je sois quelque chose, toujours la bête que je mets là parce que je ne peux pas faire autrement. Mais Wu Xing, je traduirais par mon actualisation d'énergie, souffle, respiration. Ma concrétion de vie, la concrétion de vie que je suis. Et donc, c'est pas forme au sens que j'évoquais à propos du nu, c'est formation, actualisation. Je pense que la traduction pour moi la plus proche, c'est actualisation. Je suis entre guillemets, une actualisation, individuation, concentration, condensation, qui, à la mort, connaît le mouvement inverse de désindividuation, etc. C'est ce que décrit si bien le Zhuangzi dans la mort de sa femme. Vous savez, sa femme, Confucius, un peu donné, envoie un disciple faire présenter ses condoléances, et voit que Zhuangzi, au lieu d'être triste à la mort de sa femme, avec ils font de la musique comme ça, assis en tailleur, enfin assis de façon non rituelle, ce qui évidemment choque horriblement le lettré confucéen. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit au fond, ma femme c'est quoi? C'est, en texte, c'est très bien à dire parce que nous avons une langue qui construit la phrase avec des sujets, des verbes, des compléments, avec des prépositions, des conjonctions, ça passe en chinois comme ça. Disons, vague, flou, indistinct. Entre. Vague, flou, entre. Entre, le entre dont j'ai parlé, n'est-ce pas? C'est ça qui est un départ. Vous voyez, c'est pas lettre. Flou, vague, entre. Par modification modifiée, advient du chi, souffle énergie. Souffle énergie, par modification, advient du chi, forme actualisante. Et par modification de la forme actuelle, advient quoi? Vie, shang. La mort, c'est l'inverse. C'est la désindividuation. Donc, on ne peut pas bien pleurer, n'est-ce pas? Il n'y a pas de... puisque il y a eu individuation à la naissance qui produit une vie, ça se désindividue à la mort, et il y a là quelque chose de totalement naturel. Et vous voyez, il n'y a aucun terme qui sépare. C'est souffle, vecteur d'énergie, formation, actualisation, vie qui naît, c'est pas shang. En chinois, naître, vivre, c'est le même verbe. Naît de la vie. Et la mort, c'est rebrosser ça, en sens inverse.
Donc c'est du processuel, de bout en bout. Processualité sans qu'il y ait, disons, différence d'essence ou de... Mais on dira, ça c'est taoïste. Alors je vais juste l'évoquer pour finir. Amassus. Et puisque vous avez le thème des fonctionnaires, je crois, enfin des fonctions du corps, l'analogie entre fonction politique et fonction physique, c'est ça votre sujet? Je voudrais m'arrêter sur le terme de Guan dans Amassus. De Guan. Puisque Guan, c'est fonction. Alors, mon agression physique a des fonctions. Mais est-ce que j'ai entendu par 5 sens? Je n'ai pas 5 sens en chinois, j'en ai 6. Le Xin, cœur-esprit, c'est un sens. C'est un Guan comme les autres. Donc 6. On a beaucoup fantasmé en Europe sur le 6e sens. Voilà, ou non un 6e sens. En chinois, oui, il y a Liu Guan, il y en a 6. Mais vous avez donc, ce que vous connaissez bien, n'est-ce pas? Et puis le 6e, la fonction de conscience morale et de pensée, Xin, c'est une fonction comme les 5 autres fonctions des sens. Vous voyez ce que ça change quand même. Uowan. Alors bien sûr, il y a un sens, enfin une fonction, pas un sens, une fonction qui domine les autres. Donc là, on est bien dans hiérarchique dans le politique. C'est que le 6e sens, qui est le Guan du Xin, du intériorité-esprit, doit dominer les autres. Donc on a bien la hiérarchie chinoise, il faut qu'il y ait un dominant et des dominés. Mais du même ordre. Il n'y a pas de différence d'essence, il n'y a pas de différence d'être. Il y a simplement Liu Guan, 6 fonctions qui me font vivre, et une qui est à privilégier sur les autres, d'où la moralité, mais qui n'est pas d'essence différente des autres. Tout est une fonction, parce qu'on a en fait la physicalité et de la fonctionnalité. Ti-yon. Donc il y a une fonctionnalité intérieure qui se répartit en 6 termes. Alors je vous dis ainsi, quand il dit, voilà, je résume le texte, c'est qu'au fond, on doit être comme le bon jardinier. Le bon jardinier, il néglige les petits arbustes et il s'occupe des grands arbres. C'est toutes ces habitations. Mais de même, moi, je dois non pas le priver, le délaisser, mais disons, ne pas me laisser obséder par mes fonctions sensibles, toucher, vu, et privilégier ma fonction intérieure, intelligible. Mais c'est des fonctions, les 6 fonctions. Donc vous voyez, la Chine a à la fois su articuler les deux à la fois, pas de dualisme, ni entre être et non-être, ni entre ce qui serait le corps et puis l'âme, etc., mais des fonctionnalités qui traversent tout. Parce que c'est du flux investi qui s'individue, qui s'actualise, qui se transforme, etc. Et la hiérarchie. Il y en a un qui domine les autres. Et un seul. Vous savez qu'en Chine, il faut qu'il y ait... il y avait 10 soleils, on a tué 9 soleils pour qu'il n'y ait plus qu'un qui reste, n'est-ce pas? Ben, c'est la même chose. Tout président chinois élimine tous ses concurrents pour rester le seul. Je parle d'actualité. Merci de votre attention. So, if we have questions, en français, en italien, en anglais. Merci beaucoup pour votre présentation. Elle est vraiment passionnante, plein d'idées, très synthétique. Mais j'ai une petite question de précision concernant cette opposition du corps et de l'âme. Du côté de l'Occident, ne sera-t-il plus mieux de parler de la personne, de la persona, et pas distinguer corps et âme? Parce que quand vous dites qu'en chinois, la tradition du corps, c'est individuel et constitutif, mais c'est plutôt la tradition de la persona et pas du corpus qui est la tradition. Alors, j'ai été très rapide ce soir, 10 fois trop. Hein. C'est des choses immenses que je traverse comme ça en courant, n'est-ce pas? Donc, bon, persona, le sens latin, c'est quand même le rôle au théâtre. La persona, c'est quand même l'acteur, et puis le masque de l'acteur, personnage. Non, moi je pensais en grec, si vous voulez, l'opposition platonicienne toute bête, soma, psyché. Le corps prison de l'âme. Alors, Foucault a dit l'inverse. Hein.
Foucault a dit l'âme prison du corps. Oui, bon, on peut dire ça aussi. Hein. C'est pas anarchiste, mais c'est pas stupide. Mais disons, vous voyez, alors, le Phédon n'est pas tout Platon, c'est vrai, mais dans le Phédon, vous avez bien un dialogue où on oppose l'un et l'autre et on dit est-ce que l'âme est immortelle ou pas. Discussion, Cébès, Sinas, Socrate, voilà. On n'en est pas sûr, mais il y a quelque chose qui est quand même le somatique. Et vous prenez chez Freud. Vous avez toujours cette distinction, cette opposition. Alors, Freud est très embarrassé par ça, parce que comment penser l'instinct, comment penser tout ce qui est l'aspect de représentativité entre les deux, etc. Mais néanmoins, alors évidemment, l'allemand a deux mots. Hein. Ça change beaucoup les choses, parce qu'il y a deux mots pour dire corps. Le corps squelette, et puis le corps vivant, là. Donc, l'allemand, il a Leben. Donc l'allemand, il a déjà... Mais la tradition, disons, grecque, latine, elle est quand même à cette opposition-là. Alors, vous voyez, ce qui m'importe, c'est que le mot chaîne, c'est en départ par la dimension que je passe d'un dualisme. Donc, dimension d'esprit, pour dire voilà, ce qui passe à travers la figuration, c'est une dimension alimente, qui maintient en tension et qui se déploie. Parce qu'il est censé se déployer. Ce qu'on dit habituellement, c'est changer, déployer cette dimension d'esprit. Et quand on peint, la fin du très beau texte, le premier texte, peut-être pour moi le plus beau texte sur ce paysage archive de Tombéry, finit par changer, déployer la dimension d'esprit, et c'est tout. Donc, vous voyez, l'idée c'est que ça passe à travers la physicalité, passe quelque chose qui l'anime et qui la tient en tension. Souffle, qui maintient en vie. Et ce qui fait écart, c'est que nous avons eu dans le sémantisme grec-latin, on a eu deux mots. Alors ça peut être trois, animus, anima, on a une séparation, et donc une question qui s'imposait à nous, c'est voir, quid de, qu'est-ce qu'il en va après la mort du corps, de l'autre. C'est la grande question dont se fait le religieux. De voir comment cette question ne s'est pas posée. Alors, sous l'influence du bouddhisme, enfin, les choses de près, sous le bouddhisme vient l'Inde. Dans le bouddhisme, vous avez des discussions sur Prodhyakti, disparition du monde du Bouddha. Ça, c'est des discussions bouddhiques, donc d'après la période de l'Antiquité, donc avec ce fond qui vient de l'Inde. Mais si vous voulez, ce que pense globalement la chinoise, c'est la longévité. C'est-à-dire la vie qui se dure le plus longtemps possible. Une question ? Je voudrais vous remercier pour l'idée, pour votre exposition, très claire et très intéressante. Si j'aurais bien compris, vous avez dit que le nu, c'est le miroir de l'essentialisme de l'Occident, de la pensée grecque, païenne et chrétienne même. Et donc le corps, parce que le corps est ouvert dans la pensée chinoise, mais dans la pensée grecque occidentale est clos par rapport à la nature. Isolé. Pas clos, parce que l'idée chinoise du corps, c'est un sac. Un sac avec des trous. Entre elles, donc la morphée définit l'individu. Et c'est une forme. Et c'est une forme. Être avec la forme, c'est-à-dire par la forme. Voilà. Et je me demandais si l'histoire c'était important, même l'importance de la pensée rationnelle au début du XVe siècle, avant Jésus-Christ, dans la Grèce ancienne, et nous avons les premières attestations de la sculpture grecque avec le nu les héros nus, les Vénus, les premiers Vénus nus. Et donc même l'importance de la mimésis, de la rationalisation de la pensée grecque, de la réflexion sur la nature comme physis. Et donc
le nu est impossible dans la pensée chinoise parce que la nature, la physique, c'est impossible dans la Chine. La nature entendue comme physique, comme une chose, comme... Alors, ça c'est très difficile parce que fusil, c'est un terme qui a une telle histoire. Et pensez à ce que Heidegger a tiré sur Fucis, c'est dans son fameux texte, la Fucis. Disons qu'il y a une Fucis d'avant Aristote et après Aristote. Enfin, il y a plein d'âges de Fucis successives. Et même chez Aristote, c'est encore plus divers. Donc c'est un terme que je n'ai pas évoqué parce que c'est un terme très embarrassant, qui n'est pas du tout conceptuel. C'est un terme vraiment qu'il faut prendre dans son histoire. Mais parce que soit dans Fucis, je vois quelque chose qui serait une nature naturata, n'est-ce pas? Je vais terminer, et puis la France, c'est-à-dire le fuel, le mouvement du fuel, le mouvement de poussée. En tout cas, Heidegger a revendiqué pour, disons, sortir de la Fucis post-aristotélicienne et retrouver une Fucis, disons, comme chez les penseurs pré-socratiques, comme on l'appelle. Ce qui paraît important, c'est que dans fuel, il y a des Fucis à fuel. Donc il y a le verbe de pousser. Ce qui n'est pas vraiment dans. Alors que les Chinois, c'est la vitalité. Ce n'est pas le processus de chez Aristote. Vous avez l'âme végétative, l'âme animale et l'âme rationnelle. Vous avez donc des différentes âmes, des psychés de différents ordres. Ce qui paraît important en Chinois, c'est la vitalité. Au fond, parce que je n'ai pas de nom de nature en chinois. Je suis un classique. Je peux dire le ciel, ciel-terre, ciel-dit. Je peux dire spontanément, de Jeanne. Je peux dire différentes façons. Ciel-là, etc. On a donc traduit là aussi nature de l'occidental au chinois avec le de Jeanne, Shizhen japonais, et ça, spontanément ici. Mais comme la Chine n'a pas dissocié un concept de nature, tout lie la nature. On pense un concept pour l'opposer à l'autre. Mais en Chine, tout dit la nature. Tao dit la nature, ciel dit la nature. Donc, comme tout dit la nature, il n'y a pas un concept de nature. Alors que nous devons penser fuel par rapport à techné, comme chez Aristote. Fucis, techné. On produit par la nature, fusil, ou par la techné, ou automaton, le hasard, les champignons, c'est rien. Donc, si vous voulez, on a pensé fucis parce qu'on veut poser quelque chose en Grèce. La techné. Comme chez Aristote, c'est l'opposition matricielle. Donc en Chine, on n'a rien opposé à ce que nous appelons la nature. Pas de concept de nature. Tout dit la nature, Zarawa, c'est ce qui fait que l'important, c'est la découverte des concepts. Et que la Chine n'ait pas découpé un concept de nature me paraît essentiel à penser. Et j'espère que nous avons découpé un concept de nature comme on fait le nu. Parce que le nu, c'est donc une incarnation, une essence de la nature humaine, avec, disons, sa permanence, mais aussi son essence, indépendante de l'âge, de l'époque, etc. Déshabiller le corps humain pour le figurer dans le nu, c'est comme Descartes qui déshabille la matière. Quand le morceau de cire accroché du feu, il dit il a retiré les qualités sensibles. Les qualités sensibles, c'est les vêtements. Je crois que c'est détractis vestibus. Les vêtements étant retirés, j'ai l'essence même de la res extensa, de la chose étendue. Donc, retirer les vêtements pour figurer le nu, si vous voulez. Alors, moi, mon petit livre a été traduit en chinois et ça fait scandale. Traduit sans autorisation, bien sûr, mais changeant tout truc de graphie. Pour faire un scandale, parce que la solution était simple, c'est de dire nous les Chinois, on est moralistes, vous les Européens, vous êtes naturalistes. Donc, je veux dire, on est la morale, la pudeur, etc. Mais non, le nu, c'est entre le désir de la chair et la pudeur de la dignité, quelque chose qui neutralise et l'un et l'autre sur une sorte de socle comme ça, identification, qui est le nu. Le nu est qu'un N majuscule. Il n'y a pas d'animalité.
Mais à laquelle on progresse justement en retirant les qualités sensibles, comme dit Descartes, vestibus detractis, retirer toutes les quelques secondes, faire apparaître, la résistance, la pure physicalité. Moi aussi, je vous remercie pour cette belle communication. J'ai une question par rapport aux différences entre hommes et femmes. Parce que dans la culture occidentale, le corps a été central dans la construction du processus de pouvoir entre hommes et femmes, parce que la femme a un corps qui est moins fort et inférieur à celui de l'homme, mais aussi la femme est plus corps qu'un par rapport à l'homme. Donc, dans la Chine, quand même. Là encore, je ne peux pas répondre tellement c'est compliqué. Enfin, c'est des questions infinies que vous posez là. D'abord, parce que la tradition taoïste, la tradition confucéenne, si tant est qu'il y ait taoïsme et confucianisme, tout ce dont je ne suis pas sûr, hein, mais disons, par commodité, on dit comme ça la chose. Mais disons, je crois que, si vous voulez, on ne peut pas isoler un élément. J'ai pris la formule, pourquoi? Parce que là, je peux tirer un fil qui est pourquoi il n'y a pas de nuit en Chine. Ça, c'est constatable, il n'y en a pas du tout. Donc là, j'ai un point de repérage, si vous voulez, qui est, je tire ce fil, tout vient avec. Et je me défie, si vous avez des questions comme celles que vous venez de poser, parce que c'est infini d'y répondre, et je ne suis pas sûr qu'on puisse y répondre. Parce que, encore une fois, entre ce qu'on lit dans le texte, les textes qu'on dit taoïstes, concernant la femme et le corps de la femme, et puisque le recouvrement par la tradition des crêtes, tout ça est dans une histoire extrêmement compliquée. Donc moi je regarde des questions comme celle-là, même si elles sont très intéressantes, et je comprends qu'elles se posent à nous, qu'elles s'imposent à nous. Simplement, je pense qu'elles sont abyssales. Je préfère trouver des points stratégiques où l'écart peut se construire et se réfléchir. J'ai des essais en tirant ce genre de fil. Parce que sinon, ces questions sont tellement dans l'histoire que je pense que la philosophie a beaucoup de mal à y travailler. Tellement elles sont prises dans l'histoire. Regardez aujourd'hui la différence sexuelle, comment elle est renversée, transformée, enfin donc la différence qui était l'archi-différence précédente, c'est aujourd'hui défaite. En tout cas, renversée. Donc je crois que si vous voulez, quand on essaie d'avoir des divers culturels, dans des cultures qui ne sont pas connues, où il n'y a pas d'influence, ou en tout cas ma stratégie, c'est de trouver des points comme ça indiciels, justement, qui me permettent de nouer un questionnement, parce que j'ai quelque chose que je peux formaliser en question. Pourquoi pas de Dieu en Chine? Là, c'est... La question, elle s'impose à nous. Vous êtes en Europe, vous voyez partout, dans les églises, dans les sur la place publique, etc. Aucun en Chine. Il faut attendre 1930 à peu près pour que des peintres chinois osent en allant en Occident figurer des livres. Donc ce que je cherche moi, je pense que ce que vous faites dans votre séminaire, en circulant entre traditions diverses, c'est de ne pas plaquer l'une sur l'autre, de ne pas rabattre l'une sur l'autre, et de se méfier de notre outillage théorique. Parce qu'il n'est pas désincarné, il n'est pas abstrait dans notre outillage, il est pris dans des traditions où on ne réfléchit pas à la question-là. Donc essayez de trouver des points où je peux opérer sans, bien sûr, être dépendant de la langue et de la représentation, mais disons où un effet de clarté puisse apparaître, à partir de quoi je peux commencer à construire un peu le vis-à-vis culturel. Parce que si j'apprends des questions toutes celles qui s'imposent à nous, je ne sais pas comment penser. Tellement elles sont dans l'histoire. S'il n'y a pas d'autres questions, mais je pense que... Ok, la dernière. Parce que... Ah ok, allora la dernière deux. C'est une curiosité. Je peux comprendre bien ce fait. Le problème dans la culture de l'Occident, le point d'individuation. Le principe d'individuation, c'est un point très très important du débat. Parce que il y a dans le monde ancien, après dans les constructions philosophiques,
Alors, je veux savoir quelque chose en plus sur le discours, le point d'individuation dans le discours, dans la culture de la Chine, parce que je pense que là peut-être un des centres pour comprendre bien l'écart entre les deux cultures. Oui, merci vraiment pour cette question. D'abord, je voudrais écarter une réponse facile, faite par la Chine, savoir le monde occidental. J'aime pas le monde occidental, pour moi c'est européen. Mais les Européens et individualistes et les Chinois égoïstes. Ça, je ne crois pas. Je ne crois pas parce que dans le texte ancien, la catégorie de l'individuel existe c'est pas grave. Donc on a recouvert par le bouddhisme ce qui était la Chine. Non, si je prends la Chine pré-bouddhique, donc de l'Antiquité, la catégorie de l'individu existe formellement. Et puis d'autre part, aussi chez les Grecs, la catégorie de commun à la cité existe aussi. Le commun avant la cité, parce que c'est vraiment réactif. Le fait que le commun, et même chez Aristote, le commun à la cité précède l'individu. Donc je crois que la position simple, holiste d'un côté, individualiste de l'autre, marche pas. Alors là, encore, il faut savoir l'histoire. Il y a pour la Chine, il y a quand même deux époques, avant l'arrivée du bouddhisme et après. Ça fait quand même deux. Parce que le bouddhisme, c'est quand même une autre langue, c'est sanskrit. Donc c'est une autre langue, c'est une métaphysique qui vient, c'est beaucoup de choses qui n'étaient pas. C'est des paradis, enfin, c'était plein de choses, voilà. Donc, vous voyez, la notion chez l'insus, la notion d'individuel opposée au collectif est bien marquée. On peut dire la morale. L'idée de lire chez moi, c'est le profil individuel, donc qui est à l'encontre de la morale, c'est du caractère. Donc, je crois que ce qui est intéressant, c'est de voir comment, au fond, les Grecs ont connu la catégorie de commun préalable à la individualisation grecque dans son principe, et qui l'ont progressivement fait évoluer un climat individuel. Je pense que le monde stoïcien est essentiel. Dès lors qu'il y a des compositions de la société grecque, bon, l'idée de ce que les stoïciens appellent égonomicon, le principe hégémonique, en soi, a joué beaucoup pour ça. Moi, ce qui est important, c'est le rapport plutôt entre oui, le principe hégémonique de moi-même, comme disait les stoïciens, et puis péristasie, les circonstances. Je pense qu'il y a quelque chose qui est une corrélation essentielle de la pensée grecque, la pré-européenne, c'est que le monde, c'est des circonstances péristasis, bougeantes, ce qui manque toujours. C'est ça que je pense. C'est-à-dire, je ne vois pas si le rapport entre un sujet individuel et puis le monde comme entourant ce sujet à titre de circonstances. Ça, je ne vois pas comme position. Et l'idée que l'homme est d'emblée participant au monde, qu'il n'a pas ce retrait du sujet individuel, ni isolement de lui. Ça, je crois que c'est vraiment là, il y a l'écart. Mais il y a quelque chose d'individuel. Encore, répondez très rapidement. On prend notre temps. Non, c'est moi qui sais de rien. Vous avez déjà mentionné plusieurs fois la question de l'influence indienne à travers le bouddhisme. Je demande alors, pour ajouter notre tableau, notre disons, notre écart en fait. Dans la tradition indienne, on a, disons, une certaine importance obtenue à l'intérieur de l'érotica sur un côté, mais de l'art sacré sur l'autre côté. L'iconographie des dieux est toujours associée au nu. Étant donné que les génitales jouent un rôle très important à l'intérieur du monde sacré. Donc je me demande si, à travers les plusieurs interactions entre Inde et Chine, pourquoi le nu n'est pas passé. Nous sommes aussi à l'intérieur de la culture européenne. Le nu est survécu à travers le Moyen-Âge, seulement à travers la dimension sacre. Il n'y avait pas de nu au dehors de la dimension. Le nu du Moyen-Âge, c'est le nu mort.
non? Ouais, Parce que mais pas seulement les plus morts, aussi dans Adam et Ève. Disons, on a toujours la représentation aussi dans les représentations, disons, vivantes. On utilisait le nu seulement pour la représentation. Alors, je peux pas répondre maintenant. Deux, trois entrées. D'abord, je pense que l'opposition Moyen-Âge et Renaissance est essentielle pour nous. Si je dis la façon de Braque, je dirais le Moyen-Âge c'était la dimension de l'esprit, la Renaissance c'est la forme. Donc retour au nu, parce que c'est retour à la forme, et retour, pas seulement retour au grec, mais retour à tout ça. Donc retour du corps. Il me paraît, disons, intéressant, je suis très intéressé ce que vous dites, parce que du côté chinois, il y a l'érotique. Simplement, pas d'anatomie dans l'érotique. Encore une fois, c'est souvent il y a les deux corps, hommes et femmes, sont de couleurs différentes. Posés l'un sur l'autre, je vais faire comme des sacs, pas plus. Et il n'y a pas d'autre part de plan religieux. Donc, ce que vous dites de là, les dieux, et avec disons, la génitalité qui s'exprime, parce que c'est la divinité, etc., ne joue pas avec la blanche. Alors, il y a une figuration d'une. Est-ce une divinité, c'est un personnage chinois à Niwa, qui est, dans certains contextes de figuration de tombe, notamment, avec une vocation de cet ordre. Mais c'est extrêmement restreint. Et vous verrez que moi, ce qui m'intéresse entre les cultures, c'est pas en noir et blanc, c'est qu'est-ce qui se déploie, qu'est-ce qui se déploie pas. C'est-à-dire, au fond, vous voyez souvent que les Chinois ont entrevu quelque chose que nous avons développé en Grèce, notamment ce qu'on appelle en Chine les moïstes tardifs. On dit, mais ils ne sont même pas des Grecs. Parce qu'ils font la géométrie, la réfutation, enfin, on dire. Simplement, il n'y a pas d'être, pas vraiment de notion de vérité, mais ils ont été exclus surtout. Avec les Allemands d'Empire, les textes sont apparus. Et ces textes ont été reconstitués qu'au début du XXe siècle, par les Chinois découvrant la philosophie européenne, et disant qu'est-ce qu'on a quelque chose qui était un peu comme ça néanmoins, et ils sont reconstitués des textes qui avaient été jetés, disparus. Donc, non pas en noir et blanc, et je pense que la question de l'Inde par rapport à la Chine est fondamentale, parce qu'en même temps, la langue chinoise n'a quasiment pas été transformée par le sanskrit. Les traductions sont faites sur les confins, Marioual et d'autres comme ça, et puis depuis 3 siècles. Simplement, il n'y a pas eu la rencontre vraiment d'une autre langue, qui était une langue à grammaire, qui était une langue qui aurait pu les ébranler. Et il a fallu attendre l'arrivée de l'Occident pour que ça ébranle vraiment. Parce que les traducteurs étaient sur les confins et ont fait le travail de. Voilà. Mais je crois que. C'est vraiment ça qui va. Je ne sais pas si c'est lié pour la Chine, mais disons. C'est vrai que le Japon a un autre rapport au nu. Parce qu'il y a la tradition shinto, il y a le rapport à l'eau, le rapport au bain, etc., qui n'est pas dans la figuration chinoise. Moi, ce qui me semble, mais quand je ne fais pas de comparatif à vaste échelle, la Chine et l'Europe, ça suffit déjà. Oui, vraiment. Mais je pense qu'il y a une singularité qui est que la question du nu ne s'est pas posée. La Gabrielle n'a pas rencontré cette possibilité avant. Et si elle n'a pas des montagnes le soir dans les nuages, c'est bien parce que le nu n'intéressait pas. Moi j'ai une question d'historienne qui suit un peu de la question de M. Lestablo, mais aussi peut-être de méthode pour un projet comme le nôtre, où on essaye quand même d'échapper à l'essentialisme en ayant une perspective qui est chronologiquement définie. Et donc, par exemple, il y a maintenant des études sur la Chine Tang et la Chine Yuan qui ont démontré en degré de circulation des idées, surtout par l'intermédiaire des voyageurs musulmans, et aussi, par exemple, une transmission d'idées médicales qui sont galéniques finalement, parce que les idées arabes viennent de la source galénique. Et on a toujours le problème de ce qui est la tradition chinoise. Et donc il y a une hiérarchie, vous avez déjà observé la différence entre le confucianisme, taoïsme et le bouddhisme, qui sont 3 traditions pas toujours en harmonie, et qui traversent des moments de tension, etc. Et donc, comment est-ce qu'on fait une
histoire d'écart sans retomber dans une vision où on privilège une certaine vision de la Chine, par exemple une vision confucienne, qui, par exemple, est sans doute dominante et qui a un portée aussi politique dans le monde. Évidemment, en Chine, il y a des débats aussi sur ce que c'est la Chine, c'est le Han, ou est-ce que les autres sont la Chine aussi, etc. Et je me demande, sans doute, vous y avez pensé, est-ce que vous avez des idées à partager avec nous, comme quand même vous avez des jeunes qui voulaient éviter l'essentialisation des cultures, parce que ça porte au clash, mais quand même, c'est très difficile dans la comparaison d'échapper à une hiérarchie de ce qui est Europe et ce qui est Chine primairement, en considérant le reste comme minoritaire ou pas également important. Ouais. Alors, je vais rappeler merci là-dessus, c'est essentiel. D'abord, je ne compare pas. Mais quand je dis je ne compare pas, c'est vraiment une position pour moi, essentielle. Je pense qu'on peut comparer s'il y a influence. La transmission, oui, là, ça peut se faire. Mais quand c'est sans, pas de transmission, la question de ressemblance et de différence me paraît vaine. Sauf à dire une pensée identitaire, que je refuse de la culture n'est pas évident. Voilà, j'ai rappelé comme ça. Donc ce que j'ai dit, moi, c'est ma nouvelle stratégie. C'est qu'à la fois, j'essaie d'élaborer des vis-à-vis culturels sur une question, sur un point, là les fois venues, pour mettre en perspective les deux, et que chacune des traditions éclaire l'autre dans ce qu'elle ne sait pas d'elle-même, ce qu'on appelle son intention. Mais je fais pas un point, un autre, et je fais point par point. Pas rien de global parce que je fais ça m'échappe. En même temps, je suis philosophe, c'est-à-dire que je réclame le droit du concept. En revanche, je m'en ai beaucoup fait. Est-ce que c'est le contexte ou est-ce que c'est le concept? Personnellement, j'estime que j'ai le droit d'être philosophe, c'est-à-dire à partir de ça, d'élaborer des concepts, une abstraction à titre d'outils qui pourraient être autre chose. Donc, il faut à la fois ce que je dis en Chine, c'est pas le concept en Chine. C'est bien, en tout cas, il y en a à un certain moment chez Sun Tzu, des moments où on voit qu'il conceptualise. Enfin, tout ce qui est c'est pas. Donc, on voit au 4e siècle avant notre ère, puis à d'autres moments, on voit comment on va vers une conceptualisation. Mais c'est limite. Jamais il faut en prendre. Mais ce qui me paraît important, c'est plutôt des cohérences. Moi, ce qui m'intéresse, c'est des personnes des cohérences chinoises, comme ça, par du nourrir sa vie, c'est une cohérence. J'ai dit raison, parce que raison, c'est trop européen, c'est trop construit, trop particulier. Cohérence, comment ça tient ensemble? Je pense pas au sens latin. Cohérent, comment ça tient ensemble? Donc, ce qui m'intéresse, c'est des cohérences culturelles. Il y a des cohérences autour du nu, il y a des cohérences autour du non-nu, du nu impossible chinois. Donc, pour moi, le terme de cohérence, c'est le terme qui serait le plus dialogué. Parce que la cohérence, c'est par rapport à soi. Comment ça tient ensemble? Ça ne suppose pas un point de vue extérieur, des autres systèmes de comparaison. Ça évite ce que l'horizon a de trop européen, anglais. Et au fond, c'est ce que dit Joshua Taboli, cohérence. Donc, et je vois ça en termes d'intelligibilité. Au fond, la Chine n'a cessé de produire des intelligibilités diverses, l'Europe aussi. Et l'intelligence, c'est la capacité à traverser ces intelligibilités diverses pour les faire communiquer. Ça s'appelle l'intelligence. L'intelligence, c'est pas donc, comme j'entends comme ancien arrêté dans ces catégories, non, qui est en travail. Et plus je traverse d'intelligibilités diverses, plus mon intelligence se déploie. Donc, avoir une intelligence des phénomènes, une intelligence des faits culturels, c'est les termes que je privilégie. Cohérence, intelligence. Alors, évidemment, la question, c'est la langue dans laquelle on travaille. Moi, c'est en français. J'essaie de rendre le français disponible. Donc, il y a tout le sur la langue. Donc, j'écris. Ici, je prends un terme comme la faveur, c'est un terme en français qui n'est pas philosophique, qui n'est pas marqué. Je peux en faire ce que je veux. Il est disponible.
Donc, avant, j'ai commencé à. Je trouve déjà un peu des monstres. Sémantiques, cosmologicaux. J'arrête ça, sans issue. Non, trouver dans la compréhension, un terme qui m'a paru un terme peu développé en français, mais disponible pour faire passer quelque chose. Donc, je cherche les termes qui sont les plus utilisés dans la langue, sont souvent les moins philosophiques, pour pouvoir les travailler, avoir un image de manœuvre par rapport à eux, et progressivement, chemin faisant, laisser passer quelque chose. Donc, moi, j'écris des essais parce que c'est chemin faisant. Je crée des tableaux, tout ce qui rangerait. Non, parce que c'est mort. Et puis c'est faux. Vous voyez, moi je me méfie taoïste, confucianiste, je ne sais pas ce que c'est. Il y a des textes, quand on dit Confucius, on dit les entretiens, mais quel chapitre des entretiens? Le 1, le 4, c'est le plus ancien, le 10, c'est tout autre chose, les derniers, c'est tout autre chose. Donc, et puis ce qu'on fait dire à Confucius dans les rituels, etc., c'est encore tout autre chose. Donc, je crois que moi je suis philologue. J'essaie d'être philologue, philosophe, d'être à la fois au plus près de la langue, tel texte, je lis des textes, et puis philosophe, parce que le droit au concept. Et donc la circulation, il n'y a plus de questions, parce que c'est la philosophie. Donc c'est, disons, j'ai choisi des questions, ou des concepts comme je veux. Mais je crois qu'au fond, voilà, moi c'est philologue, philosophe, si vous voulez. Ça se passe entre les deux, dans la langue, justement, les deux. Alors, la question, c'est qu'est-ce que c'est l'histoire? Parce que je trouve, alors, vous allez sans doute me tuer avant que je sorte, mais néanmoins, je trouve que la sinologie, par l'orientation en général, est trop sous l'histoire. Parce que l'histoire, c'est l'histoire. Et il faut la pensée chinoise, c'est toujours l'histoire. Comme si la seule légitimité, c'était l'historique. Je revendique une autre légitimité qui soit philosophique, c'est-à-dire pouvant s'inscrire l'histoire du contexte, produire du concept. Mais bon, ma position est fort critiquée. Non, l'histoire des idées, donc presque là. Pas vraiment. Ah, venant de Louis Foucault, l'histoire des idées est un terme dont je me méfie. Foucault n'a cessé d'écrire contre ça, la théologie du savoir, c'est contre ça. De même que contre la tradition, contre tous ces mots qui courent, qui recouvrent une diversité, une différence avec un horizon A, enfin bon, bref, c'est ça. Donc moi je me méfie de l'histoire des idées, je me méfie de l'esprit, je me méfie de tous ces termes couverts, si vous voulez, apparemment synthèse, mais dont on ne sait pas très bien quelle est la pertinence. Je pense qu'il faut avoir des zones de pertinence, petites. Et peut-être, comme le philosophe chrétien, danser l'un sur l'autre, avec beaucoup de vie sous ses pieds. Mais je crains les termes. Vous voyez, taoïste, je ne sais pas ce que c'est. Est-ce que là où vous allez le jour de marche ensemble? Je ne suis pas sûr du tout. Mais alors, pourquoi Chine? Ah, parce qu'il y a des Ah non, il y a le chinois. Pour moi, c'est tout. Le signe est aussi japonais, en Corée. Ah oui, mais justement, langue chinoise, je lis du chinois qui n'est pas du coréen, qui n'est pas du japonais, c'est du chinois. Donc moi, le premier commun, c'est la langue. J'écris en français, je lis d'autres langues, mais c'est la langue chinoise. Donc, dans une philologue, dans une langue, le chinois, archaïque, classique, moderne, mais il y a la pertinence du langue et la cohérence du langue. Tout ça amène Donc je remercie François Julien pour cette magnifique discussion et on y va.